Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes le 12 décembre. J'ai essayé de mettre un bandana de Noël à Jasper, mais il roule sur lui-même ce bandana et donc on voit pas qu'il y a du rouge. On voit pas la petite fourrure, mais peut-être un tout petit peu. Donc ils sont dans les tons, ils sont assortis les deux loulous. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes comme toujours au canal et c'est ma petite vidéo plus ou moins hebdomadaire. Je crois que j'ai passé une semaine. J'ai complètement déconnecté la semaine de Nouvel An et je me suis reposée et j'ai écrit. Donc je suis très très contente parce que ça fait partie de mon équilibre et c'est quelque chose qui me manque depuis ces années où je passe beaucoup de temps à voyager, à m'exprimer. Alors Google, dans sa grande bonté, a fait mon relevé 2024, le relevé 2024 de mes déplacements et de mes kilomètres. J'ai fait 227 000 kilomètres selon lui. Je ne sais pas où il a cherché ça. Et donc, il me disait aussi que j'avais fait la moitié de la surface de la Terre. Enfin, pas la surface, la moitié du tour de la Terre. Mais quand on voit les petits points rouges sur la carte d'Europe, on voit que je me suis beaucoup déplacée, effectivement. Par contre, le compteur de ma voiture, il ne parle pas de kilomètres aussi nombreux. Donc, je sais pas. Il y a des gens qui se promènent sur mon profil, avec mon profil GPS, ou je ne sais pas très bien. J'ai pas compris, mais quoi qu'il en soit, Google est notre ami et il veille sur nous, n'est-ce pas? Donc nous sommes le 12 janvier 2025. Voilà, dans le coin de l'écran qui fait ses tours sur elle-même. Je me suis demandé, tiens, si c'était pas lié à la présence d'éoliennes. Parce qu'il y a plusieurs éoliennes. Il y a même un champ. Il y a combien 6-7 éoliennes ici. Et donc, je me suis demandé si ça perturbait pas son sens de l'orientation. Alors, le grand n'a pas l'air affecté, lui par contre, mais bon, peut-être que c'est justement parce qu'elle est plus petite, qu'elle est plus sensible. Enfin, c'est une hypothèse qui est peut-être complètement débile, hein, j'en sais rien. Bref, dans 8 jours, Donald Trump va prendre ses fonctions de président, je ne sais plus le quantième, 47e, je sais plus, de président des États-Unis. Et vous êtes nombreux à en espérer de grandes choses. Alors vous connaissez ma méfiance vis-à-vis des milliardaires. J'ai toujours beaucoup de mal à penser qu'ils sont devenus immensément riches parce qu'ils ont un grand cœur. Mais bon, nous verrons bien. Déjà si on le laisse arriver au pouvoir et puis si on ne lui met pas des bâtons dans les roues. Enfin, rappelons-nous toutefois qu'il a déjà été au pouvoir et qu'il ne s'est pas passé des grands bouleversements à part Covid qui a été déclenché sous Donald Trump et Warp Speed qui a permis la distribution rapide de vaccins expérimentaux. Donc moi j'attends de voir. Néanmoins, je peux entendre que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis va être bénéfique pour l'économie américaine puisqu'il est protectionniste, bien sûr, ce qui ne nous empêche pas de nous souvenir que ça va pas être bon pour l'Europe tout ça, et que s'il y a un Mercosur avec les agriculteurs d'Amérique du Sud, il y a aussi un projet pour signer la même chose avec les États-Unis et Donald Trump va pousser en ce sens et nos agriculteurs ils vont mourir. Là ils sont en train de se battre pour nous, pour eux, mais pour nous c'est notre bouffe, hein, c'est notre assiette. Et on n'est pas du tout assez solidaire. Bon, je le dis à l'aise, je ne suis pas non plus en train de grimper sur un tracteur à Paris. Hein, donc, chacun doit aussi regarder dans son assiette. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, moi les sauveurs, ça m'inquiète. Parce qu'un sauveur à qui on va donner toute notre reconnaissance et toute notre confiance et les clés de notre maison, ça sera vite un dictateur. Hein. Donc, faut pas se laisser abuser, même si Trump peut éventuellement être bénéfique dans une certaine mesure pour l'Europe au niveau du wokisme, par exemple.
Je rappelle que je n'ai rien contre les homosexuels ni contre les transgenres. En fait, je m'en fous complètement du moment que ça reste entre adultes consentants et après avoir pris tous ces renseignements et avoir compris que le transgenrisme, enfin que la dysphorie de genre est malheureusement quand même toujours un problème, une pathologie, même s'ils ont décidé de sortir ça du DSM-5, donc le répertoire des maladies psychiatriques, ça n'en reste pas moins un problème qui peut être environnemental, hein, lié à coucou Jasper, lié à des perturbateurs endocriniens, ça peut être sociétal ou familial, lié à des croyances, des maltraitances, à du transgénérationnel, hein, on ne sait pas, par exemple un aïeul qui violait les enfants peut avoir transmis l'information presque génétique, épigénétique, que il vaut mieux pas être un homme dans cette famille-là. Enfin voilà, vous voyez le genre d'information et le mal-être qu'on peut en ressentir est tout à fait réel, hein, mais ça ne veut pas dire que la solution est de se bourrer d'hormones et de se faire mutilé et stérilisé par de la chirurgie, hein, mais que si on a tout essayé et qu'on trouve que ça c'est la solution, eh bien soyons heureux comme ça. Bon, ça c'est une parenthèse, donc je tiens à rappeler que je suis apolitique, donc c'est vrai que j'ai fait un tout petit peu de politique, mais sincèrement c'était pour justement sortir de la politique pour rendre le pouvoir aux citoyens. Et ça ne nous empêche pas de faire de la politique à notre niveau, chacun dans notre vie, hein. Donc c'est pas vrai qu'on doit être dans le système politique, dans un parti pour faire de la politique. Au contraire, je pense que c'est tout à fait faux. Et donc si j'ai fait un petit peu de politique, c'était dans un collectif et non dans un parti. Un collectif où chaque personne avait autant d'importance que les autres, avait autant de droits, avait autant de poids et de légitimité, et c'est d'ailleurs ce que je pense de chaque personne sur cette planète. Il faut de tout pour faire un monde. Et j'en arrive au sujet d'aujourd'hui, qui est la famille. Alors j'ai très régulièrement des patientes qui me racontent des choses vraiment violentes qu'elles ont vécues dans leur famille. Et je ne parle pas ici d'abus, mais je parle plus précisément de ce qui s'est passé par rapport à Covid. Je te vois pas, Luna? Où est-ce qu'elle est, la petite cocotte? Je suis franchement pas douée pour montrer. Voilà. Ah, la voilà. J'ai du mal à inverser le mouvement. Donc, des choses que les gens ont vécues avec certains membres de leur famille par rapport à cette histoire de crise sanitaire et à la violence parfois qui s'est exprimée et qui a créé un schisme, un énorme fossé. Et je me faisais la réflexion, parce que j'ai vécu ça aussi, hein. Je suis malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai une toute petite famille moi. Je suis fille unique. Mon papa, c'était quelqu'un d'extrêmement difficile, comme je l'ai dit la dernière fois, et donc le dialogue n'était pas possible, et c'est pour ça qu'il ne m'a pas écoutée. J'ai donc toujours ma maman qui, elle, c'est pas qu'elle m'a écoutée, c'est qu'elle pensait déjà par elle-même, voyez-vous, et qu'elle a conclu ce qu'il fallait conclure par rapport à la crise sanitaire et en particulier à la solution qu'on nous a proposée. Et elle a été dans le bon sens, voilà. Alors, j'ai un cousin qui s'est malheureusement pendu quand j'étais, il y a 25 ans, quand j'étais étudiante en médecine, qui supportait pas la dureté du monde. Et j'ai deux cousins de l'autre côté que je ne vois jamais. Leur papa était chirurgien, il est pensionné maintenant et il a dûment fait ses 4 doses. Et un de mes cousins est radiologue et j'imagine qu'il s'est jeté sur ces traitements magiques aussi. Mais on ne se voit jamais, donc on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et tout ça pour vous dire que on ne choisit pas sa famille. Ça, on le sait. On n'est pas obligé d'ailleurs d'aimer sa famille. Mais je me faisais la réflexion qu'en fait, les choses les plus dures qui se sont passées,
c'est souvent avec des membres de notre famille avec lesquels on avait déjà, avec lesquels, oui, pardon, on avait déjà des problèmes de communication, de compréhension, de compétition, des gens avec qui finalement on avait du mal à communiquer sainement, même sur d'autres sujets. Et là, ça a été parce qu'il y avait la peur à son paroxysme, puisqu'on nous a bien joué la scène, la grande pièce de théâtre. La peur, elle était gigantesque. Hein, la peur de mourir, la peur de disparaître, la peur d'être isolé du monde, c'est atavique, ça, c'est dans nos gènes, c'est dans nos tripes. C'est quelque chose qui vient du moment où, quand on était dans les grottes, on ne pouvait pas survivre seul. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'annihilation de la race, en fait. Ça nous dépasse. Et donc, c'est une peur instinctive, primale et animale qui est logée dans notre amygdale et qu'on peut... pas dans nos amygdales là, mais dans notre cerveau reptilien, donc le plus archaïque, le premier, le plus primitif, celui qui nous transforme en bête quand on est en danger, quoi. Et donc c'est celui qui n'est pas accessible au raisonnement non plus. Et je pense qu'il s'est enclenché beaucoup plus facilement chez les gens avec lesquels on était déjà en désaccord. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais c'est ce que moi j'en ressors de tous les entretiens que j'ai avec mes patientes et avec certains qui mettent des commentaires sur mes posts, sur mes petits quiz que j'écris sur les réseaux X et Facebook. Vous pouvez me rejoindre aussi d'ailleurs. Et donc, de ce que je retire de tout ça, de tous ces témoignages, c'est vraiment ça. Et par contre, eh bien, il y a aussi énormément de témoignages qui prouvent qu'on a découvert une autre famille, une famille d'âmes, une famille qui vibre comme nous, qui résonne comme nous, qui voit le monde comme nous et avec laquelle on est en harmonie, en fait. Ah, il y a 2 chiens qui arrivent en face de moi et qui sont bien mignons. Ce sont des chiens de troupeau, ça, je pense. Bonjour. Ils sont gentils, vos chiens? Parce que j'ai un grand chien quelque part dans les buissons. Et ma petite, elle est gentille, ma petite. Ça se mange pas, un petit chien, un petit chihuahua, ça se mange pas. Allez, viens. Bon, on ne sait pas ce qu'elle a vécu, on ne comprend pas ce qu'elle raconte. Merci, vous aussi. Allez, ma cocotte, viens, Luna. Ça sert à rien d'appeler un chien sourd, mais si, quand même. Voilà. Et donc, cette famille dont vous faites partie, en fait, hein, j'espère. Eh bien, celle-là, curieusement, va avoir plus facile, va être plus accessible au dialogue. Mais ne nous trompons pas non plus d'objets. Nous ne sommes pas des clones. C'est pas parce qu'on a une vision assez similaire et convergente de notre société, de la maladie de système dans laquelle on est, que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et que nous pensons tous pareil. Et donc, il ne faut pas oublier que nous devons refaire le travail à chaque fois qu'il y a un sujet polémique pour se demander si la personne en face de nous ou l'influenceur qu'on écoute ou le dissident qui nous a inspirés, eh bien, pour se demander s'il est toujours en phase avec nous-mêmes. Parce que eh bien, cette famille-là, elle peut aussi regrouper des gens avec lesquels on va avoir des désaccords. Ça peut être mineur, ça peut être des désaccords où vous trouvez que ça c'est plutôt bleu et l'autre il vous dit c'est plutôt vert et chacun campe sur ses positions, mais finalement c'est pas très grave, et des
des sujets qui sont beaucoup plus délicats, comme par exemple de voir dans les enfants une forme, qui a une forme de sexualité, de sensualité, et qui me paraît résonner sinistrement, mais qui peut s'expliquer parce que faut pas oublier que Karl Zero, qui dit, à part ça, il dit des bêtises quand il dit qu'il faut montrer du porno aux enfants à l'école parce que comme ça ce sera bien fait, parce que de toute façon à 5 ans, parce que de toute façon ils peuvent pas l'éviter. On se trompe de combat là. Le combat, c'est d'empêcher l'accès au porno pour les enfants. C'est pas de leur montrer du porno bien fait parce que bien encadré, parce que de toute façon ils vont en voir. C'est pas vrai ça. Bon, ça il faut vraiment être très clair. Mais bon, à part ça, Karl Zero, il a fait un film qui s'appelle 1 sur 5 et qui a le mérite d'attirer l'attention sur le fait qu'un enfant sur 5 est victime de maltraitance sexuelle, je dirais, qui peuvent être liées à des propos qu'ils ont entendus, ou des bruits, ou des scènes qu'ils ont vues entre leurs parents, frères, sœurs, copains, à la télé. Mais ça peut aussi évidemment être une effraction du corps par le viol et par l'inceste. Donc 1 sur 5, c'est énorme, 1 sur 5. Mais est-ce qu'on s'est demandé ce que devenaient ces enfants une fois devenus adultes? Ils sont toujours 1 sur 5 en fait. Nous sommes 1 adulte sur 5 à avoir connu du harcèlement sexuel, des attouchements, de la violence sexuelle. Nous sommes 1 sur 5 adultes. Et sur ces 1 sur 5, il y en a très peu qui vont arriver à le mettre en conscience, très peu qui vont aller le travailler, très peu qui vont aller, entre guillemets, régler le problème avec le harceleur ou avec eux-mêmes, parce que souvent l'enfant, si c'est un parent, l'enfant va avoir un conflit de loyauté et ne pas pouvoir admettre que son parent lui a fait du mal. J'espère que tu as une branche dans les poils de l'oreille. Et voilà, ça pique, c'est une ronce. Et donc, donc parmi ces 20% d'adultes, il y en a peu qui vont arriver à transcender ça pour en faire une force. Il y en a beaucoup qui vont vivre avec ça, parfois même sans le savoir, mais qui vont avoir alors tendance à adhérer à cette forme de pensée qu'on essaye de nous mettre dans le crâne, qui est que si on apprend le consentement aux enfants, il y aura moins de pédophiles. Et moi je tiens au terme pédophile. Faut revenir aux racines, arrêter avec la pédocriminalité qui est différente de la pédophilie. Non, quelqu'un qui est attiré par les enfants, c'est pas normal. Qui passe à l'acte ou pas, c'est pas normal. Mais ça peut traduire que lui-même a connu des choses qu'il fallait pas qu'il connaisse dans son enfance. Donc ça c'est vraiment très important. On est dans l'inconscient souvent. On est vraiment souvent dans l'inconscient. Et donc je me perds dans mes phrases, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment très important. Je prends cet exemple là parce qu'il me tient à cœur, parce que quand on accepte le discours dominant qui dit que voilà, on va apprendre, faut vivre avec son temps, comme on dit, il faut être conscient que les enfants, ils voient les choses et que donc il faut les y préparer et que de toute façon ils peuvent avoir des pulsions, ils peuvent se caresser. L'enfant, il a des sensations dans tout son corps en fait. Donc il peut se sucer les orteils, comme se toucher effectivement les organes génitaux et le ressentir. Bien sûr qu'il le ressent. C'est complètement débile d'imaginer qu'il ne sentirait rien. Bien sûr qu'il le sent. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aller jusqu'à la masturbation. S'il va jusqu'à la masturbation, on peut se demander quand même ce qui s'est passé dans son vécu pour qu'il en arrive à ça, pour qu'il soit sexualisé à ce point. Mais non, il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leur propre trauma, racontent des imbécilités comme des
comme oh, je ne sais plus. Il répète bêtement en fait, voilà. Je cherchais mes mots, un terme particulier, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et donc, c'est important qu'on puisse se dire, ah, est-ce que ça résonne en moi, ces propos-là? Qu'est-ce que ça éveille chez moi? Est-ce que ça éveille mon propre trauma ou est-ce que ça éveille un malaise qui me dit non mais là on n'est pas sur le bon chemin, ça va pas du tout? Est-ce que ça peut éveiller la méfiance parce que justement ça colle avec ce qu'on veut nous inculquer, hein? On veut nous faire croire que la majorité sexuelle on peut la baisser à l'âge de 12 ans, hein, c'est ça qu'ils veulent faire, hein. Et puis la faire disparaître ensuite, hein. On est vraiment dans un monde c'est pédolande, hein. Donc voilà, tout ça c'est important de se poser des questions. On peut se poser des questions. J'ai une patiente qui a eu un souci avec un monsieur qui l'a conduite en voiture électrique par exemple, et c'était une religion pour lui. La voiture électrique était non discutable. C'est un bénéfice merveilleux, c'est l'avenir, c'est le monde de demain, parce que ça pollue moins et ça fait pas de bruit. C'est vrai que ça fait pas de bruit. D'ailleurs, ils ont dû rajouter des bruits en Chine, je crois, parce que sinon les gens étaient victimes d'accidents, les piétons se faisaient renverser parce qu'ils n'entendaient pas les voitures arriver. Mais quand on parle de pollution, on doit parler de la pollution, de la fabrication jusqu'à la destruction du véhicule, hein. Donc on est bien d'accord que c'est un fantasme. Quand on nous vend du rêve en boîte, comme on vend du rêve en boîte aux gens quand on leur dit qu'ils peuvent changer de genre. On ne peut pas changer de genre, on peut changer d'apparence. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Mais voilà. Et donc, cette patiente-là était arrivée avec plus de 2 heures de retard à ma consultation et dans un état d'énervement indescriptible, simplement parce que la personne qui était pourtant sur la même longueur d'onde qu'elle pour tout ce qui est crise sanitaire était partie dans le récit voiture électrique et on avait fait une nouvelle religion. Donc voilà, il y a des gens qui ont comme ça des blocages qui leur appartiennent et il n'y a pas à juger, c'est leur chemin de travailler à ça ou pas, c'est leur droit. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut aussi des gens qui nous montrent combien c'est absurde pour réveiller d'autres personnes. Donc on peut même remercier ses papis, ses mamies, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis qui nous ont si maltraités parce que ça nous a permis de nous positionner, de savoir qui nous étions, si on était capable. Maintenant c'est dans la queue que tu as une branche, mais enfin, à chaque fois ça pique en plus. De savoir qui nous étions, de savoir si on était capable de résister, de savoir quels étaient nos arguments par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et de pouvoir ainsi cheminer en conscience grâce à la différence qu'on vit par rapport au regard de l'autre et au comportement de l'autre. N'oubliez pas que les enfants, ils apprennent par l'exemple. Tout le monde, en fait, apprend par l'exemple. On était censés être tous morts si on n'était pas injectés. Eh bien, non. Voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Chine va-t-il nous rattraper avant l'investiture du nouveau président des États-Unis ou pas? Point d'interrogation. Nous verrons. Nous savons que nous sommes dans un monde de mensonges. Mais nous avons tous une vision différente de ce mensonge et en même temps on conflue vers... C'est déjà bien de voir que c'est un monde de mensonges. Et puis certains vont accepter les mensonges qui les arrangent en fait. C'est ça. Et l'idée n'est pas de se battre contre, mais d'accepter notre part d'ombre à nous-mêmes, en nous-mêmes, de comprendre pourquoi elle est là, d'où elle vient, savoir ce qu'on en fait. Pour pouvoir justement évoluer vers un être plus honorable, dont on va être plus fier. Mais c'est en nous. Nous sommes notre propre sauveur, mais nous sommes aussi notre pire ennemi. Et il ne faut pas l'oublier. Et voilà, j'avais cette réflexion un petit peu tous azimuts comme ça. Sachez que je continue à avoir des attaques où on prétend que je suis de l'opposition contrôlée.
eh bien, c'est intéressant parce que j'aimerais savoir comment ça se justifie ça. Comment est-ce qu'on peut justifier de dire que moi je suis de l'opposition contrôlée? Ok, d'accord. On est tous contrôlés par quelque chose. Suis-je contrôlée par l'opposition? Si oui, comment? Pourquoi? À quel moment les amis qui pensent que... Les amis, entre guillemets, qui pensent que je suis manipulée, que je suis... je retrouve plus le terme... Candide, plus candide que les autres par rapport à certains discours. À quel moment ils vont m'aider à revenir sur le droit chemin? De quel est le droit chemin? Selon eux, selon moi, selon vous? Enfin voilà, l'être humain est vraiment, vraiment un être très complexe, passionnant, difficile. Les relations humaines, c'est pas toujours fluide, loin de là. Mais ce qu'il faut, c'est parler. Et quand on a quelqu'un qui nous critique, il faut... Moi, ça m'énerve aussi, hein, attention, hein. Ça m'énerve, ça me blesse, ça me vexe. Mais dans ce cas-là, on peut dire, j'en parlerai, on arrête là et on en parle plus tard. Si on n'arrive pas à gérer ses émotions, ce qui est tout à fait humain et normal. Mais quand on a quelqu'un qui critique, ouvertement ou pas, qui vous êtes ou vos propos, et qui derrière prône le dialogue mais coupe toute possibilité de rediscuter de tout ça, eh bien c'est là qu'on peut se demander si notre vraie faillite elle est pas là, et si leur vraie réussite elle est pas là. D'avoir à ce point cassé certains liens, d'avoir permis, c'est tellement facile de bloquer quelqu'un sur les réseaux. Alors quelqu'un, je parle pas de l'imbécile qui vous met son pénis en gros plan, hein. Je vous parle de quelqu'un avec qui vous aviez une vraie relation, un vrai dialogue, et qui tout à coup vous bloque. C'est trop facile, en 2 clics. Et ça, c'est pas la vraie vie, mais on nous a mis dans cette matrice. Et c'est tellement facile aujourd'hui de dire tout et son contraire, et de faire exactement l'inverse de ce qu'on prône, et de le cacher aux gens. Et donc il faut toujours rester vigilant, et il faut garder la possibilité de dialoguer. C'est vraiment capital. Voilà, j'espère que je vous ai pas embêté avec mes propos. Ça fait quand même une vidéo de presque une demi-heure. Je vous laisse tranquille. Je vous fais juste un petit coucou de la part de mes 2 chiens, hein. Et ça va, Dupont et Dupont, là? Vous êtes trop près de moi, ça va donner le vertige. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée. Je voulais quand même faire une petite vidéo dans la neige, je trouvais que c'était sympa. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Je prends pas les... Bonjour. Je prends pas les gens, les coureurs à leur insu. C'est mieux. Voilà, la petite vidéo dans la neige. Je vous embrasse, au revoir.